13h, les audiences du chef de l'État. Le président a échangé avec le président du directoire de Maroc Télécom qui veut investir en Côte d'Ivoire. Le chef de l'État a aussi reçu le président de la commission de l'UEMOA. La synthèse dans quelques instants. Dans ce 13h également, le lancement des travaux de bitumage de l'axe Bélévan-Odiéné par le Premier ministre. Long de 72 km, le tronçon va coûter 40 milliards de francs CFA, financé en partie par la Chine. L'ouvrage sera livré dans 24 mois. Hors de nos frontières, les attentats suicides ont fait 32 morts et 66 blessés dans le nord du Cameroun. 4 jeunes femmes seraient responsables de ces attaques. Bonjour à tous et ravi de vous retrouver. Maroc Télécom veut investir dans le domaine des nouvelles technologies de l'information et de la communication, sujet au centre de l'audience que le chef de l'État a accordée au président du directoire de Maroc Télécom. Le chef de l'État a aussi reçu le président de la commission de l'UEMOA qui a bénéficié de ses sages conseils. La synthèse de toutes ces audiences avec Awa Touré. Le président de la République, Alassane Ouattara, est le président en exercice de l'UEMOA depuis le sommet du 8 janvier 2016 à Cotonou, au Bénin. C'est donc à juste titre que le président de la commission de l'UEMOA, Cheikh Hadjibou Soumaré, soit venu faire au chef de l'État le point des actions menées depuis ce sommet, de même que les décisions qui ont été prises. Sur la Cour de justice, sur les mandats, sur la rationalisation des institutions de notre Union. L'UEMOA aujourd'hui a plus de 20 ans. Après plus de 20 ans, il y a une nécessité de revoir le champ d'action de notre Union. Il ne s'agit pas simplement de prendre les ressources, de les dépenser uniquement pour faire des politiques sectorielles. Il faut voir également si ces politiques sectorielles sont efficaces pour le plus grand bien de notre Union et surtout des peuples de notre Union. Et la dernière conférence a demandé à ce que le fonctionnement du comité interparlementaire puisse être calé sur le premier trimestre et que donc l'ensemble des ressources qui étaient affectées à cette institution puissent se faire à l'aune du quart du budget de l'institution. Je voulais profiter de l'occasion pour le féliciter des différentes réalisations qui sont en train de se faire ici en Côte d'Ivoire. Comme je l'ai dit, chaque investissement fait au niveau de la Côte d'Ivoire a un impact et un effet d'entraînement sur l'ensemble des économies de notre Union. Avant cette rencontre, le président du directoire du groupe Maroc Télécom est venu réaffirmer au président de la République sa volonté d'accroître ses investissements en Côte d'Ivoire. J'ai eu le privilège de rendre compte à son Excellence de notre engagement en tant qu'investisseur dans le secteur des télécommunications. Et le président a apprécié nos efforts, notamment en termes de croissance et d'efforts d'investissement dans les infrastructures. Et je rappelle que nous avons été adjudicataires d'une licence globale des télécommunications. Nous venons de payer 50 milliards pour cet investissement comme première tranche dans cette licence globale qui va nous ouvrir la voie à l'investissement dans tout, dans continuer à densifier la 3G, la 2G, la 4G et également investir dans le très haut débit de la fibre optique. Comme chacun sait, les télécommunications, c'est une locomotive du développement économique, c'est un atout pour le développement économique et social. Le patron du groupe Maroc Télécom a, pour terminer, salué la fraternité entre la Côte d'Ivoire et le Maroc, mais également entre Sa Majesté le roi Mohamed VI et le président Alassane Ouattara. Après le palais présidentiel, rendons-nous à l'Assemblée nationale. Guillaume Soro a échangé hier avec les députés de l'Ouest. Le président de l'Assemblée nationale est revenu sur le mandat d'arrêt international émis par la justice burkinabé à son encontre. Guillaume Soro dit être serein et s'inscrit dans la voie diplomatique telle que préconisée par le président de la République pour régler cette affaire. Michel Digré. Je suis serein. La sérénité. C'est le sentiment que le président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire
a voulu partager avec les députés des régions de l'ouest du pays. Guillaume Soro les a par ailleurs mis en mission avec une feuille de route. Rassurer et toute la communauté burkinabé en Côte d'Ivoire, mais surtout celle fortement représentée dans l'ouest du pays et qui pourrait craindre une détérioration des relations entre les deux États. Que personne ne se trompe. Nous continuerons d'entretenir les meilleures relations avec nos frères du Burkina Faso. C'est pourquoi je vous mets tous, sans exception, chacun ici, de retourner dans vos circonscriptions pour passer le message de la tranquillité et de la paix. Pour Guillaume Soro, il faut privilégier la voie diplomatique telle que préconisée par le président Alassane Ouattara pour le règlement de cette affaire. En ce qui me concerne, je ne peux que m'aligner sur la position du président de la République. Mon avis est simple. Il ne faut pas nous détourner de ce qui est l'essentiel pour la Côte d'Ivoire. Nous devons nous concentrer sur ce qui préoccupe les Ivoiriens. Ce qui préoccupe les Ivoiriens, c'est la sécurité, c'est de vivre dans la tranquillité et c'est l'épanouissement. Les députés de l'ouest de la Côte d'Ivoire, eux, ont réaffirmé leur soutien au président de l'Assemblée nationale qui a promis effectuer très prochainement une visite dans cette région du pays. Cet autre sujet nous emmène sur l'axe Gbeleban-Odiéné. Les travaux de bitumage ont été lancés hier par le Premier ministre. Long de 72 km, le tronçon va coûter 40 milliards de francs CFA, en partie financé par la Chine. L'ouvrage sera livré dans 24 mois, nous dit Thomas Gessambi, notre reporter sur place. La politique générale de développement du réseau routier national se poursuit. 8 mois après la livraison du pont de la Fraternité reliant Gbeleban au nord Guinée, c'est la route Odiéné-Gbeleban qui devrait être livrée dans 24 mois. Volonté politique ou début de réalisation d'un rêve longtemps caressé. Par toute une région, en tout cas, le lancement des travaux par le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan a une signification autrement importante. Cadres, élus et populations la relèvent à l'occasion, avant que le ministre des Infrastructures économiques ne présente le projet. Les travaux, qui dureront 24 mois, consistent au bitumage d'une chaussée de 2 fois une voie, faisant de cette route une route internationale qui pourra donc être empruntée aussi bien par les véhicules de tourisme que par les camions de poids lourds qui viennent de la Guinée et qui permettront à cette région certainement de devenir un centre et un pôle de développement au nord-ouest de la Côte d'Ivoire. Une présentation très vite suivie de coups de pioche, au bout desquels le Premier ministre peut partager la vision de l'État en la matière. Aujourd'hui, nous lançons un premier tronçon d'un axe très fort, celui qui relie donc Gbeleban-Odiéné. Et je pense que d'ici la fin du premier semestre de cette année, on devrait pouvoir lancer donc la deuxième partie entre Boundiali et Odiéné. On a fait beaucoup d'axes du sud au nord, mais il faut faire les axes transversaux maintenant. Cet axe est important, il fait 71-112 km, il va coûter une quarantaine de milliards et il va s'achever dans 24 mois. Et je voudrais profiter de votre micro pour remercier nos frères donc, de la République populaire de Chine pour le financement qu'ils ont apporté. Ce fils de Gbeleban, venu spécialement de l'extérieur pour l'événement, s'en réjouit. L'année passée, moi j'ai fait, comment on appelle, Amsterdam, Paris, dans un cas à 5 heures de temps. Aujourd'hui, je dis à la population ivoirienne qu'il sera possible bientôt, après la première pierre de l'axe Gbeleban-Odiéné, qu'il est possible de le faire à 45 minutes
au lieu de souvent peut-être 4 heures. Les travaux ainsi lancés génèrent 300 emplois au bénéfice des jeunes de la région. Infrastructures routières et environnement, parlons de la lutte contre le changement climatique. Après la COP21 qui s'est tenue à Paris, bientôt la COP22 au Maroc, mais avant, le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, a reçu la présidente du R20. Les échanges ont porté sur la révalorisation des déchets et l'harmonisation conjointe dans la lutte contre le changement climatique. Reportage Fidel Igné et Moussa Kounaté. Dans quelques mois se tiendra en Côte d'Ivoire le 2e sommet des consciences dans le cadre de la lutte contre le dérèglement climatique. En prélude à cet événement, la présidente du R20, Region of Climate Action, Michel Saban, s'est entretenue avec le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Ahmed Bakayoko. Les échanges ont aussi porté sur la gestion des déchets ménagers pour la préservation de la planète. Nous avons évoqué quelques sujets, notamment la question des déchets, la revalorisation des déchets, pour faire en sorte que ça devienne un enjeu majeur en Côte d'Ivoire et une prise en compte, une prise de conscience des hommes et des femmes, notamment de la jeunesse ivoirienne dans la matière. Ce que nous avons surtout décidé, c'est que la Côte d'Ivoire sera en pointe au moment de la COP22 au Maroc, porteuse de projets, de solutions et de réalisations. Pour Michel Saban, la formation des jeunes, leur insertion économique ainsi que la participation des femmes à la lutte contre le changement climatique constitue une priorité dans la mise en œuvre de ces initiatives. À cette rencontre, la présidente du R20 était accompagnée d'une délégation de l'Assemblée des districts et régions de Côte d'Ivoire et de l'Union des villes et communes de Côte d'Ivoire. Fondée en 2010 par le célèbre acteur Arnold Schwarzenegger, Region of Climate Action constitue un réseau mondial de partenaires techniques et financiers qui identifient et financent des projets économiques et environnementaux. Sachez aussi que la Côte d'Ivoire accroît la sensibilisation contre les polluants organiques persistants. La sensibilisation suit toujours son cours, donc le ministère de l'Environnement et du Développement durable a d'ailleurs organisé un atelier sur le sujet. Le compte-rendu d'Amza Diaby. PCB, polychlorobiphényle, ce sont des composants chimiques dangereux appelés même polluants organiques très persistants qui mettent des centaines d'années à se dégrader, nocifs pour l'environnement et pour la santé humaine. La Côte d'Ivoire a adhéré en 2011 au projet régional de gestion rationnelle des PCB, d'où cet atelier organisé conjointement par le Conseil régional des conventions de Bâle et de Stockholm pour les pays d'Afrique francophone et le ministère ivoirien de l'Environnement et du Développement durable. 40% de nos transformateurs ici en Côte d'Ivoire sont contaminés. Nous avons programmé cet atelier pour sensibiliser tous ceux qui ont un lien direct ou qui manipulent ces transformateurs contaminés pour qu'ils puissent prendre les précautions idoines pour ne pas se contaminer ou contaminer l'environnement. La sensibilisation est donc le maître mot de cet atelier qui va durer 48 heures. Il réunit le coordonnateur du projet sur les PCB, les experts commis par le Centre régional des conventions de Bâle et de Stockholm pour mener la sensibilisation et le Centre régional lui-même. Ces mêmes produits, vous pouvez les retrouver dans d'autres secteurs, par exemple les appareils électriques et électroniques. Ça peut être dans des téléphones, ça peut être dans autre chose. Et c'est justement pour permettre à tous les relais de pouvoir donc diffuser large par rapport aux conséquences ou aux méfaits de ces polychlorobiphényles. Le coût de remplacement des transformateurs contaminés au PCB avec un taux supérieur à 500 ppm est estimé à 410 millions de francs CFA hors frais de montage et d'élimination. Cette phase a abouti à l'enlèvement des premiers transformateurs contaminés hors service le 20 mars 2015, soit 2904 kg de PCB pur enlevés. Dans l'actualité judiciaire, les débats de fond dans le procès de l'assassinat du général Robert Gueye ont débuté hier au tribunal militaire d'Abidjan. L'audience qui concerne 24 militaires présumés assassins du général, des membres de sa garde rapprochée et membres de sa famille avait été suspendue jeudi dernier à la demande des avocats de la défense. On fait le point avec Abou Sanogo.
Le tribunal, après avoir statué sur les exceptions soulevées par la défense, notamment l'irrégularité de la composition du tribunal, l'extinction de l'action publique pour cause de prescription et d'amnistie, les a déclarés non recevables. Par conséquent, l'audience des 24 prévenus poursuivis pour les faits qualifiés d'assassinat et de complicité d'assassinat du général Robert Gueye, de sa garde rapprochée et des membres de sa famille le 19 septembre 2002 pouvait commencer. Premier à la barre, l'adjudant Kwadjo Kwadjo poursuivi pour complicité d'assassinat du général et de son épouse. Il a avoué avoir conduit l'expédition sur la cathédrale où était retranché le général Robert Gueye. Il a reconnu avoir sorti le général de son lieu de cachette pour le remettre à Dogbobli, alors colonel, et au capitaine Seka Seka Anselme. L'adjudant Kwadjo Kwadjo ajoute que ce sont ces derniers qui ont conduit le général Robert Gueye vers une destination inconnue. Il a également reconnu leur avoir livré l'épouse de Robert Gueye. Pour les avocats des victimes, justice doit être rendue. Les faits ne sont pas amnistiables. Nous avons beaucoup d'espoir qu'on connaisse la vérité. Et c'est pour ça que vous avez dû constater qu'il y a eu beaucoup de questions qui ont été posées. Nous allons faire le point, nous allons faire la synthèse et nous allons dégager les lignes de force de cet interrogatoire. Nous savons que les faits ont été commis. Nous avons une idée sur les auteurs de ces faits. L'audience reprend ce mardi 26 janvier avec la comparution des autres prévenus. La suite donc de ce procès de l'assassinat du général Robert Gueye dans votre édition de 20h. Disons aussi que l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo se présente jeudi devant ses juges pour l'ouverture d'un procès très attendu, le premier d'un ancien chef d'État devant la CPI, la Cour pénale internationale. Un de ses proches, Charles Blé Goudé, est à ses côtés sur le banc des accusés. La France veut appuyer davantage la Côte d'Ivoire dans le secteur de l'enseignement supérieur. À travers le contrat de désendettement de développement, Paris veut renforcer les équipements didactiques et encourager la recherche scientifique dans les universités ivoiriennes. Regardez. Avec Ramata Ali Bakayoko, la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, l'ambassadeur de France en Côte d'Ivoire, Georges Serre, a discuté des besoins des universités ivoiriennes dans le domaine de la recherche scientifique et des équipements didactiques. L'ambassadeur a annoncé que la France va apporter son aide à la Côte d'Ivoire pour faire face aux problèmes que connaissent les universités du pays. Un budget de 42 milliards de francs CFA est disponible à cet effet dans le cadre du contrat de désendettement et développement C2D. La recherche ivoirienne a toujours été un très grand exemple dans le passé et là elle revient vraiment sur le devant de la scène avec de grands projets dans des grands secteurs, y compris sur des laboratoires de pointe. Et c'est normal qu'entre deux pays qui ont depuis longtemps une histoire de la recherche scientifique, sur le cacao, mais aussi en matière de santé, aujourd'hui on retrouve les collaborations d'autrefois. Aujourd'hui, la nouvelle est encore très bonne, puisque la France, à travers le contrat de désendettement et de développement, a multiplié le budget par 2. Je crois que ça mérite de remercier donc son Excellence. Ça va nous permettre de renforcer les actions qui ont été commencées par mon prédécesseur et donc d'accélérer et d'atteindre donc sûrement les résultats attendus par le président de la République. Depuis des années, la France accompagne les autorités ivoiriennes dans l'équipement des universités et grandes écoles, aussi bien publiques que privées. Des actions de développement qu'elle compte poursuivre selon son ambassadeur pour une meilleure coopération avec la Côte d'Ivoire. Un accord cadre entre égreneurs de coton et triturateurs pour redynamiser le secteur. Le but, permettre aux industries cotonnières présentes en Côte d'Ivoire de transformer 100% des produits cotonniers sur place. Roger Appé et Sylvie Touré pour plus de détails. Par ces signatures, sociétés cotonnières et industrielles du secteur scellent un partenariat. Il porte sur la livraison de 120 000 tonnes de graines de coton aux industries de trituration pour la campagne 2015-2016. Ces entreprises s'engagent en retour à prendre en charge le transport des produits vers les usines de transformation. Un partenariat gagnant-gagnant donc qui va engendrer plus de 500 emplois directs. Nous sommes tout à fait prêts
en tant que société cotonnière, à livrer la totalité de notre production de graines à l'industrie locale, si tant est que l'industrie locale elle-même est dans la capacité de faire face à notre production. Ce que nous comptons apporter, c'est d'abord la pérennité de notre site industriel, qui est, je vous le rappelle, le plus gros site industriel de toute l'Afrique de l'Ouest, puisqu'Oléol à Bouaké peut triturer jusqu'à 200 000 tonnes de graines de coton. Facilitateur de cet accord cadre entre égraineurs et triturateurs, le ministre de l'Industrie et des Mines, Jean-Claude Brou, a traduit la volonté du gouvernement de transformer les produits agricoles sur place. Il a exhorté également les acteurs cotonniers à respecter les engagements prescrits dans le dit accord. C'est conforme aux orientations qui ont été données par le président de la République, c'est-à-dire qu'il faut aller vers une industrialisation accrue. Et cette industrialisation passe nécessairement par la transformation de nos matières premières. Ce que nous envisageons, c'est d'arriver à terme à transformer 100% de la production de graines de coton. C'est un accord annuel. Il y a un comité de suivi qui va effectivement s'assurer que le protocole d'accord est mis en œuvre et que les dispositions sont effectivement respectées par les uns et les autres. La filière coton en chiffres, c'est une production nationale de 450 000 tonnes au cours de la saison écoulée, ce qui a propulsé la Côte d'Ivoire à la 3e place dans la sous-région. Seulement le tiers de cette production est transformée sur place. C'est aussi 4 millions de personnes qui vivent de la culture de l'or blanc. Cet accord vise donc à redynamiser la filière qui a souffert de la décennie de crise. Et d'ailleurs, ce qui nous emmène à parler du prix CEDEAO de la qualité, alors tenu d'un atelier pour définir les critères de prix nationaux et du prix CEDEAO de la qualité. L'objectif est de promouvoir une culture de la qualité afin de faciliter les échanges en Afrique de l'Ouest. Reportage Michel Touré et Justine Sey-Djiké. La qualité pouvant se définir comme la capacité à atteindre les objectifs opérationnels visés, la commission de la CEDEAO promeut des prix nationaux et CEDEAO de la qualité pour faciliter les échanges régionaux et internationaux pour une meilleure protection des consommateurs. La commission de la CEDEAO, appuyée par l'Union européenne et son partenaire de l'UDI, s'attelle depuis une dizaine d'années donc à remonter le niveau de la qualité qui permettra à nos produits, à nos services d'être compétitifs et qui permettra aussi à nos consommateurs et à l'environnement aussi d'être protégés. Cette plateforme d'échange est le lieu pour les représentants des États de la CEDEAO et de la Mauritanie, des commissions de la CEDEAO et de l'UEMOA et de certaines fêtières régionales d'entreprises de définir les critères des prix nationaux et CEDEAO de la qualité. Les critères vont surtout se baser sur des normes génériques où, quelle que soit l'entreprise, sa fonction, l'activité, ça puisse être applicable à ces organisations ou entreprises. Donc, on a retenu essentiellement 2 normes, l'ISO 9001 et l'ISO 9004. Ces 2 normes parlent de la performance durable des entreprises. La Côte d'Ivoire, forte de son expérience en matière d'organisation de prix de la qualité, apporte sa contribution. La Côte d'Ivoire a beaucoup plus d'expérience par rapport à tous les pays réunis aujourd'hui en matière d'organisation du prix qualité. Donc notre apport sera vraiment très important. La première édition du prix CEDEAO de la qualité se tiendra en 2017 avec l'appui du programme Système Qualité de l'Afrique de l'Ouest. Des journées pour familiariser les partenaires aux procédures douanières. L'enjeu d'une telle activité est d'améliorer les prestations et l'image de marque des services douaniers. Les temps forts de la 2e édition de la Semaine des douanes ivoiriennes avec Lassine Bakayoko et Adama Kone. Communiquer, partager l'information pour mieux coopérer. C'est entre autres l'objectif de la 2e édition de la Semaine des douanes ivoiriennes qui a démarré ce lundi à Abidjan. Ces journées offrent spécifiquement aux opérateurs économiques l'occasion de mieux connaître l'administration des douanes ivoiriennes à travers ses missions, ses procédures, ses textes, ses réformes, les avantages accordés pour la promotion économique, mais aussi le contentieux. Bien souvent, nous faisons
à tort ou à raison, l'objet de nombreuses critiques. Donc nous voulons nous arrêter, prendre le temps de nous regarder nous-mêmes, de dialoguer avec nos partenaires et de relever nos forces, mais aussi nos faiblesses. Il s'agit également d'expliquer aux opérateurs économiques que les douanes détiennent la clé du succès des politiques adoptées en matière de fiscalité, d'industrie, de commerce, de protection sociale et d'environnement. Ces journées réjouissent au plus haut point les créateurs de richesses. C'est une opportunité qui est donnée aux commerçants pour mieux nous imprégner des manuels de procédures de dédouanement et de comment fonctionne la douane. Ça nous permet de nous familiariser avec l'outil douane et le personnel de la douane. Nous avons une meilleure collaboration avec la douane, puisque la douane a mis une structure qu'on appelle low-code. Lorsqu'il y a des problèmes qui surviennent, nous nous retrouvons autour de low-code pour plancher sur ces problèmes entre opérateurs économiques et la douane. Fin octobre 2015, l'administration s'est vue dotée de 2 scanners de dernière génération, d'un coût de 3 milliards de francs CFA afin de renforcer le contrôle douanier et lutter plus efficacement contre la fraude. Hors de nos frontières, 4 kamikazes ont fait 32 morts et 66 blessés hier à Bodo, ville de l'extrême nord du Cameroun, commettant là l'un des attentats les plus meurtriers jamais survenus dans le pays. Ben Touré et Abou Sanogo. Des victimes transportées sur des civières affluent ce lundi après-midi dans les hôpitaux de Maroua, dans le nord du Cameroun. Estimées à 66, elles ont été la cible d'un attentat attribué à Boko Haram, en plein cœur du marché de la localité de Bodo, dans le nord du pays. Les 4 kamikazes, probablement des jeunes filles porteuses de charges explosives, ont fait 32 morts. Cette énième attaque est la plus meurtrière jamais perpétrée depuis 2013 selon les autorités. Le ministre camerounais de la communication avance un chiffre de 1200 personnes tuées depuis cette date. Et tout cela malgré le cordon sécuritaire formé par les forces armées du Tchad, du Bénin, du Niger et du Nigeria voisin. Selon certains analystes, le Cameroun aurait laissé depuis des années les combattants de Boko Haram se servir de son extrême nord comme base arrière et lieu d'approvisionnement en armes, véhicules et marchandises. Ce n'est qu'à partir de 2013 que le pays a sorti les muscles pour tenter de barrer la route à l'organisation islamiste, toujours indomptable. Ces dernières semaines, plusieurs attentats ont été déjoués, affirment les autorités, alors que l'extrême nord du Cameroun est régulièrement visé par la secte islamiste depuis juillet 2015. Selon Amnesty International, au moins 5500 civils au Nigeria ont été tués depuis 2014, dont 1500 en 2015. Voilà, commentaire signé plutôt Ben Touré et Alexis Ouedraogo. À quelques kilomètres du Cameroun, le Nigeria, touché par la fièvre hémorragique de Lassa, causée par des rongeurs, la maladie a déjà fait 76 morts. Pour éviter de contracter le virus, les populations nigérianes mènent une guerre contre ces rongeurs, vecteurs de l'épidémie. Conséquence, la vente de poisons à rats explose. Le commerce est multiplié par 4. Regardez. Avant l'épidémie, c'était un commerce banal. La vente de poisons à rats fait désormais recette au Nigeria. Nul ne veut de rongeurs de ce type chez lui, vecteur de la transmission de la fièvre à Lassa. Une épidémie qui a fait 76 morts en seulement 6 semaines. On a l'habitude d'avoir 5 à 10 clients quotidiennement, mais maintenant on a plus de 30 personnes par jour. Tout le monde vient chercher du poison avec l'épidémie de fièvre Lassa. L'activité marche si bien que certains vendeurs, loin de laisser les clients venir à eux, préfèrent la vente à la criée. Concurrence oblige. Nous gagnions entre 400 et 500 naira par jour. Et maintenant, nous faisons 2000, 3000, voire 4000 naira. On sort vendre dans la rue et on revient satisfait. De 1200 à 12 000 francs CFA par jour, l'activité connaît un véritable boom. Cette ruée vers l'achat des produits pour se prémunir contre l'épidémie n'a toutefois pas empêché l'apparition d'autres nouveaux cas. Cette semaine, le ministre nigérian de la Santé enregistre 212 cas suspects de la fièvre de Lassa. De son côté, le Centre américain de contrôle et de prévention dénombre entre 100 000 et 300 000 cas par an en Afrique de l'Ouest, dont 5 000 décès. Cette édition supervisée par Michel Mambo. Merci de votre fidélité.